Bienvenue au journal sur Africa 24. Dans cette nouvelle édition, voici les titres de l'actualité. Légère frayeur à Kinshasa, l'armée annonce avoir déjoué un coup d'État ce dimanche matin après l'attaque d'un commando armé. Les assaillants ont pris d'assaut la résidence du vice-premier ministre avant de pénétrer le palais de la nation et d'être neutralisés par les militaires. Vous écouterez l'appel au calme du porte-parole de l'armée congolaise. 52 ans de paix et de vivre ensemble, le Cameroun célèbre son unité ce 20 mai, une date qui marque la fusion entre les blocs francophones et anglophones du pays en un État indivisible. Une unité nationale que le président Paul Biya s'est engagé à préserver à tout prix. L'Alliance des États du Sahel se concrétise. Le Burkina Faso, le Mali et le Niger s'organisent en confédération pour mieux lutter contre le terrorisme. Les textes fondateurs de ce nouveau statut ont été signés à Niamey entre les chefs de la diplomatie des 3 États du Sahel. Mais tout d'abord, cette tentative de coup d'État en République démocratique du Congo. L'armée annonce avoir déjoué un putsch ce dimanche après l'attaque de la résidence du vice-premier ministre Vital Kamerhe par des hommes armés. Les assaillants auraient envisagé d'attaquer l'hôtel Pullman où le président Félix Tshisekedi était annoncé avant d'investir le palais de la nation. Le commando constitué de Congolais et d'étrangers, selon l'armée, aurait retiré le drapeau de la RDC pour hisser celui du Zaïre, l'ancien nom du pays. Matinée confuse à Kinshasa où des échanges de tirs ont coûté la vie à 2 policiers commis à la sécurité du ministre de l'économie Vital Kamerhe, par ailleurs aspirant président de l'Assemblée nationale. Les images en circulation sur les réseaux sociaux montrent une douzaine d'hommes armés en treillis militaire dans une adresse télévisée. Les forces armées de la République démocratique du Congo annoncent avoir mis hors d'état de nuire le chef du commando et plusieurs de ses hommes. Je vous propose d'écouter le porte-parole de l'armée congolaise. Les forces armées de la République démocratique du Congo portent à la connaissance de l'opinion nationale et internationale qu'une tentative de coup d'État a été étouffé dans l'œuf par les forces de défense et de sécurité. Cette tentative a impliqué des étrangers et des Congolais. Ces étrangers congolais ont été mis hors d'état de nuire, leurs chefs y compris. Les forces armées de la République démocratique du Congo demandent à la population de vaquer librement et tranquillement à ses occupations. Les forces de défense et de sécurité ont la parfaite maîtrise de la situation. Nous y reviendrons avec force détail et images à l'appui. Le Cameroun célèbre les ingrédients de son vivre ensemble ce 20 mai. La 52e édition de la fête de l'unité commémore l'avènement de l'État unitaire consacré par le référendum du 20 mai 1972. Ce plébiscite historique est à l'origine de la fusion des zones francophones et anglophones du pays en une seule république. Depuis lors, le pays a su convertir sa diversité linguistique, culturelle et religieuse en atout pour l'émergence. Une unité mise en mal depuis 2016 par la crise dite anglophone qui oppose l'armée camerounaise à des combattants sécessionnistes dans le nord-ouest et le sud-ouest du pays. Malgré les attaques régulières et meurtrières des milices séparatistes, le président Paul Biya s'est engagé à préserver la paix et à construire un Cameroun indivisible. Séverin Douke. Le Cameroun est un et indivisible. Devenue célèbre depuis qu'elle a été prononcée le 31 décembre 2016 à l'occasion de son traditionnel discours à la nation, cette phrase choc du président camerounais Paul Biya exprime en 6 mots la position intransigeante du chef de l'État sur la protection, la défense de l'intégrité et de la cohésion nationale du Cameroun. Ne l'oublions jamais. Nous marchons sur les pas des pères fondateurs de notre pays, de nos héros nationaux qui ont versé leur sang pour léguer à la postérité une nation
uni dans sa diversité. L'unité du Cameroun est donc un héritage précieux avec lequel nul n'a le droit de prendre des libertés. Et quelle que soit la pertinence d'une revendication, celle-ci perd toute légitimité sitôt qu'elle compromet tant soit peu la construction de l'unité nationale. L'engagement du chef de l'État camerounais au lendemain du déclenchement de la crise sociopolitique dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest n'est pas un fait inédit. Depuis son accession à la magistrature suprême le 6 novembre 1982, le président Paul Biya ne cesse de montrer son attachement viscéral aux valeurs de paix, d'unité nationale et de démocratie, gage du développement économique et du progrès humain voulu par tous les Camerounais. Et l'exemple le plus emblématique reste probablement l'affaire Bakassi. Le différent frontalier qui a opposé le Cameroun au Nigeria a permis au chef de l'État camerounais d'illustrer son attachement à cette idée d'indivisibilité du territoire national. Il va de soi que renforcer la paix au Cameroun et l'unité nationale est la condition sine qua non de la construction d'une nation rassemblée autour d'un projet d'avenir tel que l'émergence. C'est pourquoi la paix et l'unité nationale doivent être sans cesse consolidées. L'unité nationale, toujours au centre des discours du chef de l'État, sous-tend son action politique. Le 20 mai 2024, le Cameroun, dans toute sa diversité, va célébrer la 52e édition de sa fête de l'unité nationale. Et le thème choisi pour cette célébration, Armée et Nation, ensemble pour un Cameroun uni, pacifique et prospère, met une nouvelle fois l'emphase sur la contribution de chaque Camerounais à la promotion de la paix et de l'unité nationale afin de bâtir une nation forte et prospère. Et toujours dans l'actualité en Guinée, l'opposition fait pression pour un retour à l'ordre constitutionnel. Une coalition de partis politiques dénommée Alliance nationale pour l'alternance et la démocratie appelle les autorités de transition à tenir leurs promesses en organisant des élections d'ici fin 2024. La NAT dénonce une éventuelle extension de la transition et appelle les Guinéens à manifester pour que le pouvoir soit restitué aux civils. En mars dernier, le Premier ministre Amadou Bahouri avait évoqué une prolongation de la période de transition jusqu'en 2025 au moins. Le président de transition, le colonel Mamadi Doumbouya, s'était pourtant engagé à restituer le pouvoir aux civils après 3 ans, au lendemain du putsch de 2021. C'est un pas important pour l'Alliance des États du Sahel. Le Burkina Faso, le Mali et le Niger ont signé un accord le 17 mai dernier à Niamey pour se constituer en confédération des États du Sahel. Le projet de texte sera soumis au chef d'État de l'AES pour adoption lors d'un sommet tripartite. Il vise à mutualiser les efforts des 3 pays du Sahel face à la menace terroriste et aux défis socio-économiques. Cette nouvelle configuration géopolitique intervient dans un contexte de sécurité précaire marqué par des attaques djihadistes récurrentes dans la région du Liptako-Gourma qui couvre l'espace géographique de l'AES. Amen Edji nous en dit plus. Partant d'une volonté commune de rapprochement, le Mali, le Niger et le Burkina Faso, regroupés au sein de l'Alliance des États du Sahel, AES, sont sur le chemin de la création de la Confédération des États du Sahel. Réunis le 17 mai 2024 à Niamey au Niger, les ministres des Affaires étrangères ont finalisé les tests relatifs à l'institutionnalisation et à l'opérationnalisation de ce projet mis sur table depuis début décembre 2023. À l'issue du compte-rendu qui a été fait à son Excellence le président Tchani, sortir et dire très clairement que nous pouvons considérer aujourd'hui que la Confédération de l'Alliance des États du Sahel est née et que le travail principal aujourd'hui, c'est pour nous de pouvoir avancer pour pouvoir finaliser et formaliser les actes nécessaires pour permettre à cette confédération de pouvoir fonctionner. Le Burkina Faso s'est porté garant à élaborer l'ensemble des directives en vue d'une meilleure coordination des actions diplomatiques basées sur des leviers économiques, sociaux, politiques et culturels. Cette nouvelle entité régionale revêt une importance particulière, soulignant la détermination des États membres à préserver la paix et la stabilité dans la région. Le 16 février 2024, à Ouagadougou, au Burkina Faso, une révision de la charte de l'Alliance avait été faite, définissant un traité portant sur la Confédération des États du Sahel. Suffisant. Nous aurons franchi un palier supplémentaire qui nous conduira inexorablement vers le sommet inaugural des chefs d'État de l'AES
et par voie de conséquence vers le parachèvement du processus d'opérationnalisation de notre alliance. Créée le 16 septembre 2023, l'Alliance des États du Sahel rassemble dans un accord de défense mutuelle le Mali, le Niger et le Burkina Faso. La signature de la charte nommée l'Iptago Gourma s'accompagne d'initiatives, notamment celle d'évoluer vers un statut de confédération. Outre la volonté manifestée le 11 février 2024 d'une possible création de monnaie commune, ces trois pays ne cessent de dénoncer l'instrumentalisation faite, selon eux, de la CEDEAO par la France. En Algérie, à 4 mois de la présidentielle, le Parti des travailleurs a choisi son candidat, ou plutôt sa candidate. Louisa Hanoun, la chef du parti, a été investie ce week-end pour le scrutin du 7 septembre. Figure importante de l'opposition algérienne, ce sera la 3e candidature de Louisa Hanoun à la présidentielle après 2004, 2009 et 2014. Après 9 mois de prison pour complot contre l'État, la militante avait été acquittée par la justice algérienne en 2020. Louisa Hanoun a qualifié son investiture de victoire du multipartisme et promet d'ores et déjà à ses partisans une campagne électorale offensive. Tolérance zéro à l'égard de la corruption en Zambie. C'est le credo de la nouvelle politique anticorruption de ce pays d'Afrique australe. Le programme veut renforcer la coordination entre les pouvoirs publics pour faire respecter la loi zambienne en matière de lutte contre la corruption. Il intègre aussi des mesures de transparence comme la déclaration de patrimoine, le recouvrement d'actifs volés et l'audit du mode de vie. En 2024, l'indice de perception de la corruption en Zambie s'est amélioré pour la première fois en 10 ans, selon Transparency International. Les détails avec Sarah Yemele. La corruption est un fléau qui n'a cessé de croître au fil des ans en Zambie. Pour enrayer ce fléau, le gouvernement zambien a défini le 17 mai 2024 un programme clair pour une lutte globale contre la corruption. Cette politique s'appuie sur la politique nationale de lutte contre la corruption de 2009 qui vise à renforcer la transparence, la responsabilité et le contrôle des domaines exposés à la corruption dans les secteurs publics et privés. La Zambie s'engage pleinement à respecter le principe de tolérance zéro à l'égard de la corruption sous toutes ses formes. Une approche disciplinée, bien financée et globale de la lutte contre la corruption et de l'établissement d'une nation de haute confiance a le potentiel d'attirer les investissements dont l'économie zambienne a tant besoin. L'indice de perception de la corruption en Zambie s'est amélioré, passant de 33 à 37 points grâce à la volonté du gouvernement de lutter contre les affaires de corruption. La politique de lutte contre la corruption reconnaît le rôle essentiel des tribunaux dans la lutte contre la corruption en aidant le pouvoir judiciaire à présider efficacement les affaires liées à la corruption, à la finance et à l'économie. Elle prend également en compte les domaines liés à la richesse inexpliquée, au recouvrement d'actifs volés, à la propriété effective, à l'audit du mode de vie, à la déclaration de patrimoine. Transparency International Zambia souhaite exhorter le gouvernement par l'intermédiaire du ministère de la Justice et de l'ACC à accélérer la mise en œuvre et la diffusion de la politique dans l'ensemble du pays. Cela permettra de créer une appropriation des liens et un engagement à long terme entre les partenaires et d'assurer l'harmonisation, la coordination et le suivi à tous les niveaux du cycle de mise en œuvre de la politique. Selon les parties prenantes, la Zambie, par le biais de sa politique de lutte contre la corruption, continuera à respecter ses engagements et obligations en matière de lutte contre la corruption au niveau régional et international, en veillant à ce que les initiatives nationales de lutte contre la corruption soient conformes aux normes internationales et aux meilleures pratiques. Un mot de culture dans ce journal avec la Fashion Week de Brazzaville. Brazza la Verte, le premier défilé de mode de l'événement, s'est tenu vendredi. Une parade de style en plein air qui a cristallisé l'attention des résidents de la capitale. Au-delà du show de matières, de textiles, de couleurs, les créateurs de mode, designers, stylistes et mannequins invités ont sensibilisé sur l'importance de préserver l'environnement. Des tenues issues du recyclage et de la récupération à découvrir dans ce reportage de Deva Panzo.
Les passants de l'avenue de l'Oyua dans le 2e arrondissement Bakongo à Brazzaville ont marqué un arrêt pour assister au défilé en plein air de la semaine de la mode Brazza la Verte. 5 créateurs ont été mis à l'honneur pour la qualité de leur création proche de la thématique de la durabilité. L'événement a été l'occasion pour les créateurs de la marque Ascension de présenter leur collection intitulée Déclic. Déjà de base, nous sommes dans du streetwear, on crée des vêtements avant-garde, on permet à toutes ces personnes qui n'ont pas l'habitude de vouloir s'exprimer vocalement et de s'exprimer avec les vêtements. On permet à toutes ces personnes-là de venir avoir une identité avec notre marque en fait, parce qu'il y a plusieurs personnes qui portent des vêtements mais ils ne connaissent pas l'utilité de ça, mais à travers nos vêtements, on permet à toutes les personnes de paraître uniques et spéciales. Comme pour la marque Ascension, les mannequins ont aussi exposé lors du défilé de ce vendredi 17 mai 2024 les tenues des créateurs des marques Nkunji, Thrifty, Transcend, Nankem et la parade des sapeurs de Brazzaville, très appréciée dans la capitale. L'objectif, c'était de faire sortir cette édition de la semaine de la mode de l'Institut français, des lieux qui nous accueillent habituellement. Il y a eu le PFACO la première année, le Grand Lancaster la deuxième année, en plus de l'Institut français du Congo. Là, on a voulu rapprocher la semaine de la mode des habitants de Brazzaville. Et donc, dans ce lieu où beaucoup de gens du coup ont pu s'arrêter, regarder le premier défilé de cette 3e édition, je pense que ça a été, on a eu beaucoup de succès. Voilà. Le défilé en plein air à proximité du marché emblématique communément appelé Total avait pour objectif de sensibiliser la population contre la pollution des déchets vestimentaires et plastiques. Aussi, elle visait à rapprocher la scène de l'édition 2024 de la semaine de la mode de Brazzaville des quartiers populaires de la capitale congolaise. Et ce duel sans vainqueur en Ligue des champions africaine, les clubs Espérance de Tunis et Al Ahly n'ont pas réussi à se départager lors de la finale allée ce samedi à Rades 0-0 avec un seul tir cadré de toute la rencontre. C'était la 6e confrontation des deux équipes en finale de la Ligue des champions CAF. Les clubs tunisiens et égyptiens n'ont pas manqué d'occasion mais sont restés trop imprécises tout au long de ce premier acte. Un manque de réalisme à corriger lors de la finale retour le 25 mai prochain. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, une nouvelle édition d'information sur Africa 24.